Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de SaaS Makers. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Valérian. Salut Valérian. Salut Julien. Et on va parler d'un sujet qui est que je trouve passionnant, mais qui peut être aussi un peu casse-pied. Mais c'est tout ce qui est structure juridique et en fait, regarder un petit peu nos retours d'expérience sur ces sujets-là, sur comment est-ce qu'on choisit sa structure quand on veut faire un SaaS et comment on peut optimiser après tous les flux en fait, et les revenus qui vont revenir, de manière à pouvoir payer moins d'impôts et surtout éviter des erreurs qu'on a pu faire nous qui nous ont coûté de l'argent et du temps. Euh, voilà un petit peu le sujet. On va essayer ça va être assez large. On a parlé un peu avec Valérian de tous les trucs qu'on voulait parler. Mhm. J'ai une question du coup un peu pour toi Valérian au début pour démarrer. C'est quoi un petit peu le conseil que tu te serais donné avant de démarrer Crisp, avec maintenant tout le background que tu as sur tout ce qui est compta et structure juridique? Alors le conseil premier que je me serais donné plus tôt, c'est de ne pas créer la boîte en détention directe. C'est-à-dire que j'aurais créé assez vite, j'aurais détenu mes parts en fait dans Crisp à travers des holdings. Parce que ça, c'est dans le cas d'une boîte qui marche bien, qui commence à être valorisée, qui génère du bénéfice. Il y a un moment en fait où ça devient tellement d'argent que c'est complètement débile de le prendre à titre personnel parce que c'est extrêmement fiscalisé. Puis il y a tout un tas de choses intéressantes qu'on peut faire en termes d'investissement avec des entreprises. Et donc il est préférable de le faire au travers d'une holding. C'est-à-dire que tu prends tous tes revenus dans une holding, c'est moins fiscalisé, et après tu peux choisir dans la holding de te le découper, genre je vais me prendre un petit peu en revenus, je vais investir X%, je sais pas, dans la bourse, dans d'autres boîtes, dans des obligations, etc. Ou alors financer d'autres boîtes que je vais lancer, tu vois? Et surtout, Ouais. le jour où ta boîte, ton SaaS, il est vendu, et bien, en fait, l'argent de cette vente-là, la plus-value, elle te revient dans la holding, donc elle est aussi moins imposée et tu peux plus facilement, en fait, du coup, disposer de cet argent et le réinvestir. Il faut savoir qu'en France, en général, et c'est le cas dans beaucoup de pays finalement, type États-Unis, enfin et beaucoup de pays en Europe, les règles fiscales, en fait, elles sont vraiment pro-entreprise. Et du coup, en fait, à partir du moment où l'argent reste dans la sphère entreprise, c'est-à-dire dans la sphère productiviste, il est moins Ouais, imposé, taxé. puisqu'en fait, c'est tout à fait logique, parce que c'est une décision des gouvernements de vouloir stimuler l'investissement par le fait de moins taxer les entreprises versus les particuliers. Donc voilà. Et nous, avec CRISP, le truc, c'est qu'on avait on avait détenu nos parts en direct pendant très longtemps, et peut-être trop longtemps. Et le problème, Donc c'est sur qu'en une tant SARL. sur une SARL, ouais. Et la SARL, on va y revenir, mais ça a des avantages et des inconvénients. Ça a des avantages quand ta boîte, elle est plutôt petite en termes de salaire, parce que tu es moins imposé. Enfin, une SARL, c'est une société, en fait, entre guillemets, d'artisanat, de travail. Et donc, du coup, le choix qui a été fait, de l'État, c'est de moins fiscaliser, en fait, finalement, le travail dans une SARL, et moins socialiser aussi en termes de charges sociales. En revanche, en fait, c'est pas des boîtes de capital. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas commencer à générer du dividende, vouloir vendre ta boîte, il sera mieux de passer en SAS. Le problème, c'est que la SAS pose d'autres problèmes, en fait, d'un point de vue charge Alors sociale, etc. d'imposition, ouais. Ouais, complexité. Mais elle est beaucoup plus flexible d'un point de vue capitalistique. Donc, en fait, quand tu commences à avoir des holdings pour remonter des dividendes, il vaut mieux être en SAS, pardon. Donc juste un point, parce que une holding, ça peut paraître un peu, ça peut faire peur à pas mal de gens. En gros, une holding, c'est très simple, c'est une entreprise qui possède une autre entreprise. Donc par exemple, Crisp, c'est une SARL, et donc toi, tu as une holding, Baptiste a une holding, et cette holding-là, ça peut être une SAS par exemple, ou une SASU, peu importe, qui possède en fait l'entreprise de Crisp. Et comment en fait est-ce que tu fais remonter l'argent du coup c'est Alors, déjà, je, euh, je corrige, c'est CRISP, ce n'est ouais. plus une SARL, puisqu'en fait, tu ne peux pas. Enfin, les SARL, c'est des boîtes d'artisanat, en fait. Enfin, ça marche pas, Mm. en fait, de détenir les parts d'une SARL en majoritaire avec une autre société. Donc là, il a fallu qu'on passe CRISP en SAS. Donc on est D'accord. passé de SARL, notre premier statut, en SAS. Et ensuite, on a fait une cession de parts, ce qui nous a permis d'avoir 50-50 en détention indirecte via des holdings. C'est-à-dire que moi, je détiens la holding à 100%, la mienne. La holding détient CRISP à 50%. Voilà. Et puis voilà. Donc ça, il y a eu un mécanisme de conversion assez compliqué. Et quelle était ta question du coup? Bah, la question en fait, c'est que Crisp, on va dire qu'il génère, on va dire 100 000 euros de chiffre d'affaires. Il va être Ouais, taxé sur l'impôt sur les sociétés, donc une partie à 15%, puis l'autre partie à 25%. Et ensuite, cet argent-là qui reste, c'est-à-dire le profit de la boîte, il remonte en dividende vers
vers la holding qui, elle, est taxée à un chiffre assez dérisoire, c'est 1%, c'est ça? Oui, ça doit être 1,4%. En Mm. fait, l'idée, c'est que quand tu commences à avoir généré beaucoup d'argent, et ça devient fiscalement plus intéressant, oui, de faire passer ça par une holding. En fait, l'idée, c'est que oui, si ta boîte génère 100 000 de bénéfices sur une année, donc c'est-à-dire que tu enlèves toutes tes charges Mm. hors fiscales, c'est-à-dire en fait les salaires, les coûts des serveurs, etc. Donc il te reste 100 000 d'argent disponible en bénéfice. Ensuite, cet argent-là, côté CRISP, du coup, en exemple, il va passer à l'impôt sur les sociétés côté CRISP. Donc on va parler de 25%. Enfin, il y a des tranches, hein, mais je vais Ouais. simplifier, ça sera 25%. Et ensuite, cet argent-là, tu peux faire une assemblée générale pour dire, bon, là, on vote le fait que bah, finalement, 100% des bénéfices, on va les remonter, les distribuer aux actionnaires en dividendes. Les actionnaires, ça peut être des personnes physiques ou morales. En fait, ça peut être un mix des deux. Tu peux avoir des salariés Mm. qui sont intéressés dans ta boîte, qui ont des parts de ta boîte, donc ils vont toucher un peu de dividendes. Et tu peux avoir aussi des boîtes qui détiennent ta boîte. Donc ça peut être des investisseurs, enfin des VC en fait, qui détiennent ta boîte à travers leur propre boîte d'investissement, ou tes holdings. Et donc là, tout le monde va recevoir en fait une part égale de dividendes. Tu peux pas dire en fait, bah là, Julien, actionnaire, il va recevoir des Mm. dividendes, mais je veux pas que lui, il en reçoive. Tout le monde est égal. C'est-à-dire que tu as un pourcentage de la boîte, les dividendes sont votés. C'est-à-dire que le pot commun est divisé de manière égale par rapport à tes pourcentages de détention. Et donc cet argent-là, qui est après impôt sur les sociétés, donc de 25%, il va être remonté dans tes holdings de façon nette, en fait quasiment fiscalement nette. C'est-à-dire que ta holding ne va être imposée qu'à 1,4 et quelques pourcents sur la remontée d'argent. Et donc en fait, c'est quasiment fiscalement neutre après impôt sur les sociétés de ta boîte qui a généré le profit. Alors que si tu remontes, admettons, toi, imagine, toi, Julien, tu détiens en fait au départ aussi en direct en tant que personne. Si moi je te remonte en fait un montant équivalent, toi, tu vas être imposé en tant que personne physique à titre personnel, à 30% de flat tax. C'est clairement pas fiscalement neutre. C'est-à-dire que l'argent en fait qui arrive des clients de CRISP, qui va passer en bénéfice, il va être imposé à 25% chez CRISP et ensuite à 30% chez toi à titre personnel sur ta feuille d'impôt personnelle. Donc ça devient beaucoup en fait. Alors que si Ouais. tu avais une holding, c'est quasiment 25-26% en fait de bout en bout. Par contre, bien évidemment, l'argent reste dans la holding et il peut pas être utilisé pour payer ton loyer, etc. Non. Donc là, c'est pour ça que euh, ça, c'est des optimisations qui sont faites quand on commence déjà à avoir un certain MRR et je dirais même qu'on est capable de se verser suffisamment de salaire pour pouvoir subvenir à ses besoins premiers. Le conseil que tu donnais aussi et que je trouve pertinent, c'est euh, quand on démarre un SaaS, on va parler maintenant des gens qui ont démarré un SaaS, Mhm. eux, ils, tu leur conseilles de pas du tout monter une boîte tout de suite. Non. Parce que, Alors, une erreur commune que j'ai remarquée chez les entrepreneurs, je pense parce que il y a le facteur sexy, tu vois. C'est avant de faire ton produit, en fait, c'est que les entrepreneurs, généralement, ils se disent, OK, bah là, il faut que je monte une SAS, tu vois, pour ouais, payer les factures, machin. En fait, c'est complètement débile de faire ça parce qu'il y a plein de, sans parler d'argent, il y a plein de coûts cachés en termes de temps. C'est-à-dire que tu vas devoir gérer un comptable, tu auras plein de déclarations à faire. Juste pour payer quoi? Genre 100 euros par mois de serveur, etc. En fait, le conseil que je donne aux entrepreneurs au début, surtout d'autant plus dans le SaaS où tu as très peu de dépenses, tu pas besoin nécessairement d'embaucher des gens, de prendre des investissements très tôt. En fait, c'est que tu fais passer tout sur ta carte perso, sur ta carte bancaire perso. C'est quoi? C'est 100 euros par mois. Genre, le truc, c'est que ce qu'on voit pas, c'est que si tu fais passer ça dans une boîte, dans une SAS, tu vas devoir déjà avoir un comptable. Un comptable, c'est 100-150 euros par mois, même si tu ne fais pas de facture, si tu fais très peu de factures, parce que tu as le bilan annuel à faire. Même si ton bilan est quasiment vide, ça va te coûter 100-150 euros par mois. Donc en fait, finalement, de ces 100 euros par mois que tu vas quand même mettre de ta poche en investissement dans ta boîte pour payer les serveurs, en fait, il faudra multiplier par deux au ouais. début les coûts. Parce qu'il faudra compter ton comptable, enfin, et toutes les charges annexes, tous les logiciels annexes que tu devras avoir pour la comptabilité. Je parle surtout de la comptabilité parce que c'est ce qui est complexe en fait dans le système européen. Et donc à ce moment-là, d'autant plus quand tu n'as pas à faire rentrer des factures, tu n'as pas besoin d'avoir un compte en banque d'entreprise, tu n'as pas besoin de justifier de quoi que ce soit, tu peux payer tout en perso. Donc c'est ce qu'on avait fait avec Crisp au début. euh, et en fait, on l'a fait de manière un peu, tu sais, on s'est pas vraiment rendu compte. En fait, on s'est dit genre, ok, on n'a pas le temps de faire une boîte. On le fera plus tard, on fait tout en perso. Et on s'était pas rendu compte à l'époque de tous les coûts cachés qu'il y avait de finalement de gérer une boîte en France, en termes de tout ce qui est légal, enfin comptable, fiscal.
C'est pas pour ça que tu vas payer tu fais zéro de profit, tu vas pas payer d'impôts, tu vois, de manière générale. C'est juste qu'il y a quand même plein de coûts cachés de gestion. Et donc, ce qu'on a fait au début, quand on a commencé à avoir des clients, parce qu'on voulait beaucoup, on était en 2015, il faut se remettre dans le contexte, et en fait, on voulait vraiment utiliser Stripe. Sauf que Stripe, de mémoire, n'était pas ouvert encore en France en 2015. Ça remonte, c'est que maintenant, imaginer que Stripe n'est pas ouvert en France, ça fait bizarre. Et du coup, en fait, on a utilisé une solution que Stripe proposait pour tous les pays où Stripe n'était pas disponible, qui s'appelle Stripe Atlas. Et de manière un peu, tu sais, naïve, disons qu'on s'est mis à utiliser Stripe Atlas, et Stripe Atlas te permet de te créer, en fait, sans que tu n'aies rien à faire, une société aux États-Unis, au Delaware. Et donc, on a commencé à gérer finalement les factures de Crisp, les premiers clients de Crisp, à travers la société au Delaware, une fois qu'on a commencé à avoir des factures, bien sûr, c'est-à-dire pas tout de suite. Et en fait, on s'est rendu compte que bah, c'était très, très simple. En fait, finalement, la comptabilité aux États-Unis, il y en a, en fait, c'est simple, il y en a Mais il pas n'y en a pas. vraiment. Ouais, tous les ans, en fait, finalement, au lieu de faire des reports mensuels comme on fait en France, tu fais une déclaration annuelle à l'IRS et à l'État dans lequel ta boîte se trouve. Tu payes une Enfin, après, taxe tous de... les États, je crois que c'est que le Delaware et le New Mexico et d'autres trucs qui n'ont pas de comptabilité. C'est pas Ouais, si- ouais, c'est c'est faut ça. faire Parce que attention. c'est Ouais. des États qui sont très pro-business Hmm. et qui, enfin, qui peuvent être parfois considérés comme aussi des paradis fiscaux ou des paradis réglementaires Ouais. selon bah, ce que tu cherches. Tant que, enfin, certaines sociétés s'en servent beaucoup pour ça. Nous, c'était pas le cas en fait. C'est juste que enfin, on payait un mec sur Upwork finalement 100 $ pour faire la comptabilité annuelle de la boîte. Donc, tu divises quand même par 12 les coûts, les coûts Ouais. par rapport à la France en termes de comptabilité. Et tu payes une taxe à l'État de Delaware qui est de 350 $, quelque chose comme ça. Donc, en fait, enfin, enfin, c'est génial en fait. Tu as des coûts qui sont quasiment de zéro et des Et coûts de quel est le gestion problème? mensuels qui sont proches de zéro, quoi. Hmm. Et tu as un compte en banque, tu as une carte de crédit aux US. Donc tu peux payer tous tes serveurs comme ça et faire passer les factures. Le problème à ça, c'est que quand ta boîte commence à faire de l'argent, tu peux pas te payer en tant que Français. Comment est-ce que tu te payes en fait? Tu fais des factures entre une boîte US et une boîte française, c'est frauduleux en fait. Donc il y a un moment en fait, tu dois rapatrier ta boîte. C'est pour ça que ce que je recommande plus maintenant que Stripe est disponible en France, c'est d'essayer en fait de créer la boîte en France tout de suite au plus tard. C'est-à-dire que tu peux commencer en fait à faire quelques mois, genre avec des factures que tu donnes à tes clients où tu n'as pas de boîte pour la justifier et tu les régularises plus tard. Ça, c'est tout à fait légal. C'est-à-dire que tu peux émettre des factures sur une boîte qui est en cours de création et tu les Ouais, régularises plus tard. je trouve Tu que connais c'est se bien le prendre la timing? tête. J'aurais pas fait comme ça. En fait, je pense que déjà, il y a trois types de structures dans les boîtes. Donc, pour les SaaS, tu en as trois. On va dire auto-entreprise, SARL ou EURL, ou SAS ou SASU. Euh, je pense qu'il faut effectivement attendre le plus tard possible en fait de faire du chiffre d'affaires. Le problème, c'est quand même pour ouvrir un compte Stripe, il faut avoir une boîte, je crois. Ouais, je crois qu'ils sont beaucoup plus, depuis le Covid, ils sont beaucoup plus regardants Mm. sur les requis. Donc, à la limite, ce qui est possible de faire, c'est d'avoir une auto-entreprise au début et de démarrer simplement avec son auto-entreprise. Donc, tu as quoi? Tu as l'ACRE au début en plus, donc tu payes même pas Ouais. 5% de taxes. Et Uhum. en plus, derrière, tu as. Bah, du coup, pendant un an, tu vas avoir 5% de taxes. Donc, ça peut permettre de démarrer à partir du moment où tu commences à avoir tes premiers revenus, tu vois. Et après, il faut faire attention parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé quand tu commences à atteindre des sommes importantes et que tu te dis, oh tiens, je vais passer en EURL par exemple parce que c'est plus intéressant pour moi, pour passer des coûts, qui peut être par exemple 30% du loyer, ça peut être ta box internet, ça peut être tous les coûts des serveurs, tous les coûts qu'une boîte peut avoir, que tu vas payer, que tu vas passer du coup sur une boîte. Si ton auto-entreprise elle a fait trop d'argent, il va falloir faire exactement comme tu as fait avec Portal Holding, faire une cessation de fonds. Et une Ouais. cessation de fonds, en fait, pour passer de l'auto-entreprise à l'ERL, ça coûte de l'argent. Il faut faire un contrat de cession de fonds qui coûte à peu près entre 500 et 1000 euros. Et puis derrière, il y a en fait, en fonction de la valorisation de la boîte, tu vas devoir payer à l'État un pourcentage Mhm. qui Alors, peut. toi, Ça, on parle de cessation de fonds dans ton cas, je crois que dans le cas d'une SARL qui devient SAS, puis ensuite qui transmet ses parts à une holding, c'est une cession de parts. Du coup, c'est pas du tout oui, les mêmes régimes fiscaux. Parce que là, du coup, j'imagine que tu cèdes les fonds de ton compte en banque. Nous, c'est pas ce qu'on a fait. non, moi je cède les parts. Ah, En les fait, parts aussi, ok, d'accord. c'est un autre truc. Mais en tout cas, j'ai pas besoin d'avoir de commissaire au compte. C'est un truc Ah oui, d'un. dans notre cas, on a dû avoir un CAC, ouais, un commissaire en compte. Ouais. C'était très Et c'est chiant. plus cher. Ça Mais coûte ça, c'est extrêmement nécessaire cher. pour les étapes après. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a
quand on peut démarrer très vite avec une auto-entreprise, surtout si on est tout seul. Mais après, du coup, si on est deux, on va avoir deux structures qui vont être intéressantes pour nous, soit la SAS, soit la SARL. Et quand je dis ça, je dis EURL, c'est SARL et SASU, c'est SAS, hein. Le problème de ça, enfin, la différence entre ces deux structures, de ce que j'ai retenu, c'est que les charges sociales sur les salaires sont pas les mêmes. Sur la Mmh. SAS, tu as à peu près 86% de charges sociales sur les et obligation de faire des bulletins de salaire aussi. Euh, Ah ouais, Par contre, ce que je veux oui, préciser par contre, parce que 86 ça peut choquer, c'est que c'est pas 90 du revenu versé. C'est-à-dire que pour chaque euro net que la personne touche sur son bulletin de paie, la boîte finalement, moi je crois que j'étais plutôt sur 70, mais en fait, la boîte versera 1,70 €, 1,80 €. exactement, 0,86, ouais. Voilà. Et alors que sur une SARL, ce qui est intéressant, c'est que si on a prévu de se verser beaucoup de salaires, on a que ça démarre, je crois, 40% de charges sociales, c'est un truc dans le Ouais, à peu genre. près. Et c'est dégressif, c'est-à-dire que plus tu te payes, Oui, plus ça baisse, puisqu'il y a des paliers à un moment, tu payes plus les retraites, mm. enfin Parce que je crois qu'il y a que des cotisations patronales sur une SARL, vu qu'on va être considéré comme TNS, travailleur non salarié, on va avoir on va pas être au même régime social que sur une SARL, parce que sur une exactement. SAS. Mais par contre, le désavantage d'une SARL, comme tu l'as expliqué au début, c'est on ne peut pas se verser de dividendes autant qu'on veut. Sur une SARL, on est limité à 10% de la part de capital qu'on obtient. Donc, si on a, par exemple, je sais pas, une entreprise qui a 1000 euros de capital social et que nous, on a, bah, je sais pas, 100 euros, en fait, on va pouvoir se verser que 10 euros. Parce qu'on a que 10%, Ouais. on a un truc comme ça. Mmh. Euh, ou je sais plus, enfin, c'est en tout cas, peut se verser C'est que ça, 10% du c'est ça. capital social. Donc, Alors que que tu as sur une 1 000 SAU, € c'est de open bar. ouais. Sur une SAS, c'est open bar, tu peux faire tout ce que tu veux, tu vois. Par contre, tu as plus de charges sociales sur les revenus que tu te verses. Et Alors l'autre ouais, point pour faire important, simple, du coup, ouais, je vais résumer en fait ce qu'on a dit, c'est que, tu as 2 statuts qui sont possibles pour te verser un salaire. Toi, soit tu peux être travailleur non salarié, TNS, donc ça, c'est disponible uniquement en SARL et que uniquement pour les associés majoritaires, les cogérants ouais, majoritaires. C'est-à-dire uniquement pour les associés qui sont à 50-50 par exemple, qui ont le même nombre de parts et qui sont majoritaires, ou alors tu peux être salarié. TNS, c'est un statut particulier où tu te verses le salaire quand tu veux. C'est même pas un salaire, c'est un revenu ouais. dans le jargon légal et tu t'auto-signes en fait sur une page A4 pour te dire, «Je sous-signé, Valérian, me verse, au nom de Crisp, ce salaire», tu vois? Donc c'est même pas une fiche de paie. La différence en fait, c'est que tu as une retraite qui est minimale. C'est pour ça que tu payes pas peu de charges. Tu payes pas le chômage et il y a d'autres trucs qui sont assez minimales aussi. Alors qu'un salarié, ben, c'est full, en fait, même en tant que co-gérant, tu as le même statut que tes salariés d'un point de vue purement, social, quoi. Ouais, c'est ce qu'ils appellent assimilé salarié en fait. Exact. Et tu es. En fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir à comment est-ce qu'on veut se payer parce que les dividendes, on ne peut pas s'en verser la première année forcément parce qu'il faut attendre de payer la première année d'impôt sur les sociétés. Et derrière, après, en fonction de ces dividendes-là, ils vont être. Soit on peut se verser des dividendes au régime réel, c'est un régime, ça dépend de votre impôt sur le revenu, soit vous versez ce que sont le cas en flat tax, c'est-à-dire 30%. C'est-à-dire vous payez 30% sur les dividendes que vous versez, puis après, derrière, il n'y a pas d'autre impôt. Euh, mais ça, il faut vraiment réfléchir après en tant qu'entrepreneur, comment on veut se payer. Moi, par exemple, je suis obligé de me payer un revenu, un salaire, parce que j'ai pas assez de capital pour tenir toute l'année, pour pouvoir me payer sans salaire et après me payer uniquement en dividendes. Ouais. Mais en SARL, comme j'ai dit, on peut pas se verser autant de dividendes qu'on veut. Donc là encore, il faut savoir jouer entre les deux structures, enfin, choisir la structure qui est la bonne en fonction de votre besoin. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que sur une SARL, si vous ne versez pas de rémunération, vous avez quand même alors 1600 euros de charges sociales la première année et 4500 euros les années suivantes. C'est-à-dire qu'un entrepreneur qui fait 0 euros de chiffre d'affaires, il doit quand même devoir, avec une SARL, la première année, verser 1600 euros de charges sociales. Euh, Ce qui donc là, reconfirme en fait ce qu'on disait, c'est ne créer une société que quand vous commencez à avoir finalement des clients, quoi. voilà. Par contre, c'est pas le cas en auto-entreprise. L'auto-entreprise, tu peux faire 0 € pendant des années, enfin, pendant un certain nombre de temps, tu n'auras pas de charge, quoi. Euh, et l'autre point aussi que je voulais dire, c'est que quand vous créez votre entreprise, va falloir choisir si vous êtes à l'impôt sur les sociétés ou à l'IR. Ouais, Et en fait, ce que je vous conseille quand même de faire, dans la majorité des cas, c'est de vous mettre toujours à l'impôt sur les sociétés. Parce que si vous créez une SARL à l'impôt à l'IR, impôt sur le revenu, en fait, votre impôt sur le revenu est complètement. Il n'est pas dissocié de la boîte.
Et ça peut vous faire un énorme impôt sur le revenu après, à la fin de l'année, qui peut faire très mal. Exactement. Donc ça, typiquement, ça va être, quand tu es en SARL, être à l'impôt sur le revenu, c'est plutôt pour vraiment pour les boîtes de BTP, entre guillemets, les médecins, Mmh. les boucheries, tu vois? Enfin les artisans, quoi, tu vois? C'est là où tu as du revenu Ouais, du travail et le revenu du travail est plutôt corrélé à un salaire qui est normal, en fait, dans la société, quoi. donc ouais, ça c'est il y a pas de bulletin de salaire aussi en EURL, c'est ce que tu disais Non. le fait que tu peux te verser de l'argent, en fait, un peu Ah quand tu veux. et tu très flexible. C'est-à-dire qu'en fait, admettons que tu as de l'argent qui rentre, tu es là, genre: «Je veux me verser un revenu». Tu peux te signer un papier, genre au bout de 3 mois, tu t'es pas versé de revenu depuis 3 mois. Là, tu peux dire: «Je prends de l'argent de la boîte, je signe, tu vois, je me verse ça». Et genre 6 mois plus tard, tu peux dire: «OK, je m'en reverse», quoi. Mais tu peux faire ça aussi tous les mois, tu vois? En fait, c'est toi qui choisis la régularité de tes versements, de tes rémunérations. Donc c'est très, très Mmh. flexible et du coup, par rapport à ce que tu veux faire avec ta trésorerie, tu peux dire: «OK, je laisse ça dans la boîte, je me le verse», et cetera. Franchement, je trouve que Mmh. ce système est incroyable pour commencer, ouais. Ouais. Il y a juste aussi un autre point qui est important à noter, c'est que ce qui est étrange, c'est que beaucoup de startups sont en SAS, mais s'il y a une raison à ça, c'est que la société par action simplifiée, c'est très facile de faire des augmentations de capital et de faire rentrer des nouvelles personnes. Parce Ouais. qu'en SARL, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous voulez, imaginons que vous avez un cofondateur qui veut vous rejoindre et que vous allez vouloir faire une augmentation de capital, je crois qu'il faut faire une assemblée générale extraordinaire qui va permettre de faire rentrer la personne, etc., et de lui associer un nombre de parts défini. Mais alors qu'en SAS, c'est beaucoup plus facile en fait de faire entrer les gens. Donc, si vous avez d'où les investisseurs en fait qui sont plutôt friands à des structures en SAS. Mais de toute façon, je pense que les investisseurs, si tu es en SARL, ils vont arriver si s'ils veulent Mm. s'ils sont intéressés, ils vont te dire et toi tu acceptes, ils vont te dire: «Bah, là, je n'investis mais j'investis mais d'abord convertis ta boîte en SAS». Parce que c'est tout à fait possible, ça je crois qu'on ne l'a pas dit, mais de convertir sa boîte. C'est-à-dire que tu peux commencer en SARL et tu peux te dire plus tard: «OK, bah, là, j'ai besoin d'une SAS, je convertis ma boîte de SARL à SAS». Et ça va, c'est pas trop coûteux, ça va. Ouais. Ça, Un on le autre fait point avec aussi. l'aide Ouais. d'un comptable et d'un fiscaliste, si je me trompe pas, mais d'un comptable surtout. Les comptables Mm. peuvent tous faire ça, ouais. Et d'ailleurs, pour parler d'une anecdote intéressante, vu que tu parles de comptable, il faut se faire accompagner absolument d'un comptable. Je sais qu'au début, on est à l'euro près quand on démarre sa boîte et qu'on a tendance à pas vouloir trop dépenser. Moi, ça m'a coûté de l'argent cette histoire parce que, par exemple, j'avais pris ma sœur c'était quoi? C'était en stage ou un truc dans le genre. Mmh mh. Et donc, du coup, je payais des charges sociales sur un salaire. Et j'allais sur le site, là. Bah, en fait, il m'arrivait la même chose que toi. Tu sais, j'allais sur le site pour mettre. Pour les cotisations sociales, etc. Et le problème, Ouais. c'est que j'ai mal fait un truc. Et ça m'a coûté 2 000 € d'amende. Parce qu'en fait, j'ai déclaré. Comment ça s'appelle ce truc-là on met pour les salariés? Je sais plus du Euh, tout, mais en gros, c'est aller sur je crois que tu c'est sur le site de l'Urssaf et tu déclares, que tu as une nouvelle personne qui travaille pour toi tout simplement et tu le mets en statut stagiaire et puis, ouais, et puis il faut verser des charges sociales dessus. Et c'est une ah interface qui ça est oui, horrible en ouais, ouais, plus. je m'en souviens. C'est-à-dire qu'en fait tu pas sur un stagiaire, en fait, c'est très régulé, c'est très encadré. Tu as un salaire minimum que tu peux lui verser à partir d'un certain montant de nombre de mois qu'il travaille Mm. pour toi. Je crois que c'est 2 mois, un truc comme ça, 3 mois. Et du coup, c'est 400 € par mois si je me trompe pas et ces 400 € là, à vérifier, mais en tout cas, ils sont pas imposés, ils sont pas fiscalisés, ils sont pas socialisés, il y a aucune charge. Sauf si tu décides de payer un stagiaire, plutôt grassement, c'est-à-dire que tu le payes 1 000 € par mois, tu vois? En fait, sur De le toute façon, tu es delta, obligé de payer un stagiaire à partir d'un certain nombre de mois, en fait, hein. oui, mais par contre, le truc, c'est que si tu choisis de payer bien ton stagiaire, c'est-à-dire de le payer, 1 000 Mm. € par exemple par mois contre les 400 minimum syndical, le montant a peut-être changé depuis. Et bien, en fait, sur la différence entre le minimum et ce que tu lui payes, donc c'est-à-dire 600 € dans ce cas-là, tu devras payer des charges sociales comme un salarié. Et c'est là, en fait, où la complexité se trouve. C'est-à-dire que si tu payes grassement un stagiaire et que tu te dis: «Bah, les stagiaires, on m'a toujours dit qu'il y avait pas de charges sociales et qu'il y a rien à Et payer», bah, c'est faux, ouais. et ben, c'est faux. Voilà. Et je Mm. crois que ton amende, tu l'avais eu sur ce Ah, problème-là, ouais, il me l'histoire, semble. c'est que je me suis mal débrouillé dans leur logiciel, en fait, sur leur site internet, et j'ai pas versé pour le premier mois. En fait, j'ai versé pour je l'avais pris 4 mois, et sur 3 mois, j'ai versé, et un mois, j'ai pas versé. Et Ouais. ça, forcément, avec le retard, ça a coûté 2 000 €. Et si j'avais eu un comptable, eh bien, ce que j'ai fini par prendre, hein, pour pouvoir régler le problème, Mmh. j'aurais évité de perdre de l'argent bêtement. Donc, en fait, il faut toujours
chercher à se faire accompagner et un bon conseil, ça coûte de l'argent, mais ça coûte moins d'argent qu'un mauvais conseil que quand on n'a pas le bon conseil et qu'on l'applique pas, tu vois? Exactement. Les bons comptables, c'est ce qu'on dit, hein, c'est tout le monde dit ça, ils sont là pour te faire gagner de l'argent, au final. C'est-à-dire qu'ils te font Exactement. gagner plus que ce qu'ils te coûtent. Parce qu'ils seront là aussi pour te recommander quelques petites optimisations fiscales, assez simples. Et puis après, quand tu veux faire des plus grosses optimisations fiscales, disons, tu contractes avec un avec un fiscaliste, pardon. Donc par exemple, les histoires de Exactement. holding, et cetera. Qui sont faits après dans un second temps. Et d'ailleurs, c'est ce que tu disais, tu vois, pour les Ouais. TNS, donc en SARL, pour 100 euros net dans ma poche, je leur donne 46 euros, c'est-à-dire environ 46% du montant des rétributions, mais cela diminue progressivement et peut tomber à 30% si tu te donnes des très très grandes rémunérations. Alors ouais, mais attention, parce que si tu commences à te donner des très grandes rémunérations, ta boîte en TNS va te payer 30% de charges sociales sur ton salaire, enfin sur ton Ouais, revenu de TNS. Mais de l'autre côté, tu paieras de l'impôt sur le revenu à ouais. gogo d'un point de vue personnel, parce qu'en fait, ça t'enlève pas l'impôt sur le revenu à titre personnel qui peut monter jusqu'à 45 voire 50%. C'est Et c'est là, en 45% le fait, maximum. hein? C'est 45 le maximum. Non, alors c'est 45. 45%, mais en fait, tu peux monter jusqu'à 50. Ah ouais? Puisque ouais, il y a des contributions exceptionnelles qui sont arrivées sous François Hollande. Il me semble que c'est des paliers de deux pour Voiture. cent un truc comme ça, et en fait, tu peux rajouter facilement 5% en fait, d'impôt sur le revenu. Donc en fait, c'est 50% en pratique. Tout ce qui est au-dessus de C'est 168 994 euros, c'est ouais, 45% ouais, c'est ça. de Mais en fait, tu peux charge. monter à 50%, c'est à vérifier si ça a été supprimé ou pas, mais c'est une contribution exceptionnelle, donc c'est pas sur les grilles. Ça Hmm. s'active à partir d'un certain montant. Donc ouais, il faut. C'est pour ça justement qu'on voulait faire cet épisode parce que il faut. C'est pas si simple. Il y a vraiment des pour on va dire optimiser, il va falloir savoir de quoi on parle et rentrer dans les détails, savoir comment on se paye, etc. Et et puis la bonne nouvelle de toute façon, c'est que la première année, vous avez l'ACRE, d'où l'importance aussi de démarrer votre boîte le plus tard possible, parce qu'en fait, l'ACRE, c'est quand même une baisse des taux d'imposition et ça fait qu'en fait, vous l'aurez plus longtemps si vous, si vous avez. Je crois qu'on n'a pas Euh, décrit exactement en quoi consiste l'ACRE. Parce que c'est en fait, c'est une aide en fait où on t'allège temporairement tes charges, enfin ta fiscalité, ouais. quand tu remplis certaines conditions, c'est ça? Ça vous donne droit à un taux réduit des cotisations sociales OK. Et donc ça, c'est par pendant exemple si 12 tu mois. es au chômage ou si tu es étudiant ou si tu es en dessous d'un certain âge ou un revenu, je sais plus. Enfin, je crois qu'il y a des conditions assez particulières pour Non, c'est toutes activer. les boîtes à partir de la première année. OK, ça a dû changer parce que moi, quand j'ai eu l'ACRE, il y avait vraiment des conditions strictes, hein. Bah toi, tu dû l'avoir sur ton auto-entreprise, je pense, la Exactement. toute Ouais, première j'avais année 8. à Brest. Mais Je suis passé de 25 à 8% voilà, c'est ça, ouais. de comment tu de prélèvement libératoire, forfaitaire, je sais plus comment on appelait ça. Mm. Donc ça, c'est bête, par exemple, de payer 0% d'impôt, d'avoir des mois où tu fais 0% de revenus, mais tu payes l'ACRE, en fait, tu vois. Tu bénéficies de l'ACRE. Ouais, Parce qu'en fait, ton ACRE, elle a servi sur 0%, donc ça sert à rien, tu vois. ouais. En Donc fait, il faut le point, et délayer. c'est Xavier Niel qui le dit, c'est que la France peut être un paradis fiscal à partir du moment où tu actives les bons leviers. Si tu actives pas les bons leviers, si tu n'optimises rien, tu peux être très lourdement chargé, en fait, d'un point de vue fiscal. Bon, après, ce sera jamais un paradis fiscal quand même, faut pas Non, exagérer. non, Mais quand non, même, c'est une façon de parler, ouais. c'est pas moi qui le dis, c'est Xavier Niel. Mais tu as tout un tas de leviers, en fait, avec les holdings, tout ça, et d'autres mécanismes qui sont peut-être trop complexes pour ce dont on parle, mais qui te réduisent vraiment considérablement ton impôt, en fait, de bout en Mm. bout. Exactement. Parce que effectivement, si on ne fait pas ça, on peut se retrouver avec, comme tu dis, un impôt sur le revenu à 45%. Et donc, en fait, tu te retrouves à payer la TVA, plus après l'impôt plus après l'impôt sur ton salaire. C'est quoi les cotisations patronales, etc. Donc, on Ouais, va dire 30% si tu te payes beaucoup. Plus après, en 45% en fait, de impôt sur le revenu. Donc, en fait, tout ça de faute en comble, on avait calculé avec Nada. Par exemple, alors, sur 100 euros, il peut te rester des fois que 30. c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'en fait, si tu fais un ensemble, si tu fais beaucoup d'argent et que tu fais tous les mauvais choix possibles, c'est-à-dire qu'en fait, tu es en SAS, tu te salaries et tous tes bénéfices de ta boîte, tu te les verses en salaire. Bah, en fait, ton salaire, en fait, tu vas genre pour, admettons, je te prends un salaire je sais pas, je prends 20 000 € par mois, tu vois? En Mm. fait, à la boîte, tu vas peut-être coûter quasiment 40 000 par mois, OK? Et ensuite sur ce que tu vas te verser à titre personnel, bon, tu vas payer la TVA à titre personnel, bien sûr, donc c'est 20% de toute ta consommation, heu et ensuite, tu vas quasiment être à 45% d'impôt sur le revenu.
Ouais, Et du donc coup, en fait, ça, de ouais. bout en bout, tu es à beaucoup plus que 60 finalement enfin, tu Mmh. ton après, Mais il faut du pas oublier coup, qu'il y a du ouais. revenu différé. C'est-à-dire qu'en fait, Mmh. ce que tu payes en sécu, bon, on n'espère pas, mais ça peut être des frais de santé de problèmes plus tard qui seront gratuits. Et ce que tu payes en retraite, on espère, c'est ce que tu récupéreras plus tard, tu vois? Si le système se tient. Donc c'est du revenu différé, c'est juste que ça coûte extrêmement cher sur ton salaire, quoi. Ouais et d'ailleurs on vit malheureux ben, j'ai envie de te dire, cha c'est le système qui est comme ça, mais la France quand même, est le pays en Europe qui dépense le plus de son PIB, le pourcentage le plus haut de son PIB, je crois que c'est 59 de son PIB dans le public, 62, et malgré ça, elle est quand même encore en déficit, vu qu'à ouais. chaque fois heu, elle je sais plus, elle réemprunte sur les marchés et cetera. Donc en fait, on est quand même dans un état où, le public a une grosse, un gros pourcentage du PIB en fait qui lui est accordé. Ouais. Hem, mais ça, l'autre point que je voulais dire qui est important, c'est sur les on pourrait se dire: «Bon, bah, c'est très simple, moi j'ai plein de sous de toute façon, donc je vais monter une SAS et je vais me verser que des dividendes et je me paye 0 salaire». Le problème de ça et ça, c'est ce qui est arrivé à des personnes qu'on connaît, il faut faire attention parce qu'il y a un truc qui s'appelle la taxe Puma. Mmh. Et la taxe Puma, c'est une amende pour toutes les personnes qui ne cotisent pas suffisamment, c'est-à-dire 8 800 € net par foyer fiscal. Et donc, du coup, ils vont recevoir une taxe en plus qu'ils reçoivent par la poste de l'URSSAF en leur disant, par exemple, bah, vous nous devez 8 000 € par exemple, en fonction de ce que vous êtes versé tout votre salaire en dividende. Euh, et, euh, et ça, c'est un truc qu'il faut avoir en tête. Donc, il faut quand même se verser un salaire minimum Mmh. de 8 800 € net par foyer fiscal pour éviter cette taxe-là, en fait. Oui, en fait, pour faire simple, tu te verses un SMIC à ce moment-là, si tu Ouais, veux être dans la légalité, et tout le reste, tu prends en dividende. Et ça te permet au moins de payer la sécurité sociale, d'avoir une retraite minimale, enfin d'être carré vis-à-vis de ça. Et puis le reste, c'est du plaisir, quoi. exactement. Pour éviter d'avoir une taxe Puma qui peut monter assez vite Ouais. à des sommes importantes. Enfin, plus de En dix fait, mille c'est euros ça pour c'est ça plein. que je me suis rendu compte. C'est-à-dire qu'en fait, au début, quand tu commences, tu dis genre: «Là, non, ça va être simple, on pourra défiscaliser à mort, tout ça». Et en fait, à chaque fois que tu regardes, dans les recoins, le système, il est bien ficelé, en fait. À chaque fois, tu as des safeguards qui te permettent Ouais, d'éviter de trop profiter d'un mécanisme, fiscal, tu vois? Toujours, toujours, toujours. C'est-à-dire qu'en fait, il me semble, je vais peut-être dire des bêtises, mais parce que nous, on n'y est pas soumis, mais quand ta boîte n'est pas soumise à la TVA ou n'a pas de salariés, enfin, il y a un mécanisme comme ça, tu dois payer de l'autre côté une taxe équivalente à la TVA ou un truc comme ça. Et il me semble, je sais pas si c'est pas la CVAE, c'est une autre taxe encore. Donc, c'est-à-dire que tu as une taxe exceptionnelle pour les entreprises qui ne payent pas la TVA, qui est genre, où ils la récupèrent en ouais, mode forfaitaire, au prorata de l'autre côté, quoi. Pareil, si tu prends pas d'alternant et que tu as un certain nombre de salariés, donc les apprentis, si tu n'embauches pas d'apprentis, bah, de l'autre côté, tu vas devoir payer en fait un prorata à la quantité de tes salariés en taxe d'apprentissage pour remettre dans le système pour les écoles qui forment les apprentis, quoi. Et les boîtes, à l'inverse, qui embauchent des apprentis. Et c'est aussi pour ça que les grosses boîtes qui ont beaucoup de salariés, eh ben, elles embauchent beaucoup d'apprentis parce que ça leur coûte finalement pas si cher que ça. Parce elles suppriment en fait la taxe d'apprentissage ouais. en Ça leur embauchant des coûte que en apprentis. termes de management, quoi, en fait. Oui, bah, de C'est les salaire ouais. management, mais les salaires d'apprentis sont fiscalisés à 0%, socialisés à 0%. C'est-à-dire que pour 1200 versés à un apprenti, bah, l'apprenti te coûte 1200 en fait, quasiment. Ouais. Et tu Donc sais que ça peut être malgré ça, c'est galère, hein, il y a plein d'apprentis qui galèrent à trouver des entreprises, hein, ouais, tu bien vois. sûr. Bah, oui, oui. C'est ce qui est une bonne chose parce qu'il faut former la jeunesse, mais donc je trouve ça plutôt, moi j'ai plutôt un avis Ouais, bah, positif sur ce genre malheureusement, de c'est que des structure, grosses mais boîtes en fait qui optimisent, qui mm, prennent des apprentis de manière générale, quoi. Et qui sont pas ouais. forcément qui leur donnent pas forcément assez de travail, quoi. Je mettrai en lien deux simulateurs de revenus pour calculer en fait, combien vous payerez de taxes sur en versant un salaire en EURL ou en SAS, ou en SASU ou en SARL. Ça vous permettra de voir un petit peu combien il vous reste en fait d'euros à la fin. C'est Doug qui avait fait ça, j'avais trouvé ça plutôt bien. Mmh. Euh, il y a quelque chose aussi que je voulais parler avec toi, Valérian, c'est sur tout ce qui est euh, ce qu'on peut faire passer dans une boîte en fait, comme Mmh mh. revenu, c'est-à-dire comme dépense, je veux dire. Mmh. Parce que par exemple, les premières choses idéalement qu'on se fait passer dans une boîte, c'est l'ordinateur et le téléphone. Tout ça, vous pouvez même vous le revendre votre ordinateur à votre boîte. Ouais. Vous pouvez faire passer aussi une partie de votre loyer, votre box internet. C'est 30% du loyer à peu près qu'on peut faire passer. Si et seulement si votre adresse, l'adresse de la boîte, ça correspond à votre adresse personnelle. Sinon, ça ne marchera pas, je crois. Mmh, c'est Euh, intéressant ça.
Donc il faut le choix de l'adresse personnelle de la boîte doit être doit être fait intelligemment en fait. Dans mon cas, ben, je mets mon adresse personnelle, comme ça je paye 30% moins du loyer. Euh, Il y a aussi pas mal de notes de frais qu'on peut faire passer sur le compte d'associé. Je sais pas comment Ouais. vous faites vous de votre côté, mais au Alors niveau le des compte restaurants, d'associé, on etc. l'utilise pas en fait, je t'avoue que je sais même pas trop ce que c'est en fait, puisqu'on l'utilise pas. Ce qui se passe, c'est que quand on le compte en fait, quand on tous les années, quand on fait la comptabilité annuelle, il y a forcément des factures qu'on va pas retrouver et donc le comptable va essayer de maximiser, si tu veux, genre le nombre d'euros qu'on pourra justifier avec des factures et il y a peut-être des petites factures de 1, 2 euros, 10 € qu'on va pas retrouver parfois et tout ça, ça va être un montant entre guillemets «perdu», tous les ans qu'on pourra pas justifier, mais il y a un montant qui est acceptable d'un point de vue pourcentage du chiffre d'affaires et du coup, tout ça, le comptable le met sur le compte d'associé en positif ou négatif, je sais plus exactement. Mais le truc, c'est que tout se met sur mon compte d'associé à moi. Ouais. Je sais pas quoi en faire. Je sais même pas de quoi il s'agit, donc je t'avoue que sur ça, je pourrais pas commenter parce qu'on l'utilise pas De toute personnellement. façon, il y a qu'un seul compte d'associé. Après, c'est juste une écriture Non, comptable, hein, un compte non, associé. non, il y a un compte d'associé par associé, il me semble. Enfin, D'accord. je sais pas parce que je sais que moi, il y a un compte à mon Ah oui, nom. bah oui, c'est normal. C'est pas un compte bancaire en fait, c'est Non, vraiment c'est une écriture comptable, ouais, c'est une écriture comptable virtuelle, ouais, c'est ça. qui vous permet de pouvoir après récupérer de l'argent sans vous être taxé en fait sur l'argent que la boîte vous reverse. C'est ça. Euh, Il y a aussi un autre point que j'avais vu, c'est les chèques CESU. C'est toujours bon à savoir. Le plafond il est fixé à 2 265 euros. Les chèques CESU, c'est les chèques emploi à service universel. Ça peut être utilisé pour tout ce qui est ménage, jardinage, garder les enfants. C'est déductible de l'impôt et il n'y a pas de cotisation sociale ni d'impôt sur le revenu dessus. Et ça vous permet de, bah, en fait, vous les verser et bénéficier du coup d'aide euh, sur tout un tas de trucs qui peuvent vous aider dans votre vie quotidienne pour vous construire sur votre boîte. J'avais mis les chèques vacances. C'est Hein, des hein. titres de paiement permettant de financer des prestations d'hébergement, de restauration, de voyage, etc. Et vous pouvez vous verser jusqu'à 460 € par an de chèques vacances, quasiment exonérés de charges sociales. Par contre, il faut aller. Il n'y a que différents organismes qui vous permettent de les acheter. Vous trouverez la liste sur Internet. Euh, mais ça permet de pouvoir. C'est toujours ça de prix, hein. Ouais. Ah, ça, c'est Euh, bien, mais après, le truc, c'est que ça t'ajoute beaucoup de complexité si tu le fais juste à ouais, titre personnel et que tu commences ta boîte. Je pense que c'est quelque chose qui commence à être bien quand tu as des salariés et que tu veux récompenser. Mais en exactement. vrai, Ouais. quand tu commences ta boîte, tu as d'autres choses à gérer que de réfléchir comment est-ce que tu achètes tes tickets restaurant et tes chèques vacances, tu vois. Ouais. La mutuelle, pareil, tu la mets sur ta boîte. Ça, c'est des Ouais, choses que tu n'as pas en fait quand tu es dans ton entreprise, dans tous ces trucs-là, ouais, etc. c'est clair. Il y a un autre point aussi qui est intéressant et toujours bon à savoir, c'est que les frais à moins de 500 € hors taxe, ils peuvent être mis en charge et être déductibles dès la première année. Donc par exemple, imaginons que vous achetez un casque à 300 €, ça va être déductible en fait dès la première année. Par contre, attention, si vous achetez un Mac à 3 000 €, il va falloir l'amortir sur plusieurs années. Ouais, Tu n'amortis pas les 3 000 € direct sur la première année. Donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut regarder quand ouais. on... Et j'ai un exemple assez parlant sur ça, c'est que, genre, si tu veux acheter par exemple, des bureaux et que ton bureau, admettons, vaut 1 million d'euros et que tu as 1 million d'euros de bénéfices sur cette année-là, sur l'année en cours, Ouais. tu peux pas, bah, soustraire en fait, ne payer 0% d'impôt sur les sociétés en achetant tes bureaux par exemple d'entreprise, ton immobilier cash. Tu es obligé il y a des règles très strictes où tu dois l'amortir. Par exemple, l'immobilier, ce sera genre sur 15, 20 ans. Et donc du coup, il faudra diviser ces 1 million d'euros par 20 ou par Mm. 15 années. Et du coup, ça sera bah, 1 million divisé par 20 par exemple. Donc 50 000 amortis par an. Donc, Ouais. Ce qui est plus du tout la même encore chose. une Ouais. fois, le système est bien ficelé. C'est-à-dire que tu peux pas, il y a certaines charges que tu peux pas amortir d'un coup comme ça sur l'année et soustraire de ton impôt sur les sociétés, quoi. Les Mm. salaires, par contre, les revenus, ça c'est forcément, tu les dégages de ton bénéfice illico, quoi. Mm. Par contre, le downside de ça, c'est que tu as de l'impôt sur le revenu derrière à titre personnel avec des paliers, quoi. Donc ça Bien aussi, sûr. il faut Uhum. faire attention. Et même d'ailleurs, c'est un truc à faire avec son conjoint parce que nous, quand tu en as un qui gagne beaucoup, etc., tu peux vite te retrouver à payer beaucoup d'impôts sur le revenu, en fait. Ouais, Donc ça, c'est aussi bon à savoir. Il faut lister les frais intérieurs à la création de l'entreprise pour se les faire rembourser. Ça, j'insiste dessus. Tous les mm, matériels qu'on a pu acheter, les micros, les caméras, les ordis, les écrans, les bureaux, les chaises, tout ça, vous listez et vous les revendez à votre entreprise. C'est non imposable et non soumis aux cotisations sociales et ça va vous permettre de réduire les résultats imposables de la société. Donc ouais, ça, de c'est de l'argent que récupérer, vous allez récupérer, quoi, c'est ça. sans impôt. Il y avait un truc que je voulais Récupérer. parler avec toi. C'est rigolo. Ouais, Ouais. je me suis...
qui est rigolo, Continue, c'est, continue. j'avais noté, les frais de repas supérieurs à 20,20 € peuvent être déduits dans la limite de 15 €. Tout ce qui est payé au-dessus de 15 € sera réintégré au résultat de l'entreprise et tu seras taxé dessus. Et ça, j'avais pas très bien compris. C'est-à-dire qu'en Ouais. fait, c'est 15 € par personne maximum quand tu Par fais des jour? repas. Alors ça, j'ai aucune connaissance en la matière parce que c'est pas Ouais. quelque chose qu'on fait. Je trouve que ça ajoute beaucoup de complexité au bilan Hmm. comptable. C'est que tout doit être justifié. Parce qu'en fait, à chaque fois, faut pas oublier qu'à chaque fois que tu as un avantage fiscal, tu dois conserver des preuves, tu vois. Genre, Ouais. des preuves à chaque fois, des papiers, genre des tickets de caisse, machin. Et ça, au quotidien, si tu actives tous les mécanismes que tu as listés là, par exemple, et notamment au début de ton entreprise où t'as pas le temps, mec, c'est un enfer à gérer au quotidien, en fait. T'as des tickets, t'as de la paperasse partout, le comptable, il va te demander des justificatifs partout. Pourquoi? Pour gagner 1 €, 2 €, 3 € par jour. En fait, faut imaginer tout l'argent que tu perds, en fait, parce que ce qui a le plus de valeur, c'est pas l'argent, c'est pas ton argent, c'est ton temps. Hmm. Et quand tu as une boîte à fort levier, comme dans le SaaS, ben, en vrai, moi je préfère parfois ne pas activer ces petits mécanismes fiscaux qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur sur le bilan total. Après, ça Pour pas dépend du perdre du revenu de temps. la boîte, bien sûr. Utiliser mon temps et après plutôt, en fait, passer mon temps, utiliser mon temps sur le produit et après à la fin de l'année, passer mon temps plutôt à activer des mécanismes fiscaux qui ont beaucoup de valeur parce que genre ils s'activent sur la holding, tu vois? Enfin sur tous les dividendes que Hmm. tu te verses. C'est-à-dire que sur la masse d'argent que tu te verses, quoi. Et pas des petites dépenses du quotidien, tu vois? Ouais. Ça c'est mon point de vue, parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs, en fait, effectivement, au début, qui perdent énormément de temps à activer tous ces petits mécanismes. Oui, ça te fait gagner du temps, de l'argent au quotidien, mais c'est pas énorme, en fait. Faut pas négliger, en fait, la perte d'argent future parce qu'en fait, tu as perdu du temps que tu n'as pas investi dans ton produit et du coup, tu as fait moins de chiffre d'affaires, quoi. Et surtout, en plus, il faut, comme tu as dit, il faut tout justifier. Et dans le cas d'un contrôle fiscal, on est très souvent coupable. Il faut prouver qu'on est innocent, en fait. T'es pas en... Si tu peux pas justifier quelque chose, ça peut... Bah, tu vas te faire retoquer, quoi. Donc, Alors, je sais pas ce qui s'est passé pour nous, mais on a eu beaucoup de chance, c'est-à-dire qu'en 8 ans, on n'a eu aucun contrôle fiscal. Je pense que c'est parce qu'on active très peu de leviers d'optimisation, tu sais, ces petits leviers d'optimisation, parce que ce qu'il faut savoir, c'est le comptable qui nous disait ça, c'est qu'à partir du moment où tu commences à micro-optimiser comme ça, bah, ça déclenche des alertes, en fait, côté finances publiques. Et du coup, bah, en fait, c'est là, en fait, où ils veulent te contrôler, puisqu'en fait, tu commences à utiliser plein de leviers d'optimisation. Donc, en fait, c'est là où tu peux aussi frauder. Et donc, c'est là où ils vont vouloir vérifier, tu vois. Quand tu n'actives aucun levier d'optimisation, ou en tout cas quand tu n'actives que des leviers d'optimisation qui sont assez vérifiables sur le bilan comptable, bah, en fait, ils vont pas vouloir trop te vérifier puisque ça va pas activer les alertes chez eux. C'est à partir du moment où ta boîte, elle paye un gros impôt sur les sociétés, qu'il est pas trop abattu, ouais. pour eux, tout est fine, tu vois? C'est un peu c'est un peu mon analyse, tu vois, extérieure de pourquoi est-ce qu'on n'a jamais eu de contrôle fiscal alors qu'il y a des boîtes, en fait, qui en ont eu très, très vite, avec bien moins de revenus, si tu veux. Je cite ce que le comptable nous disait, mais c'est qu'on est un de leurs clients les plus carrés, en fait, d'un point de vue comptable. Parce que Hmm. justement, on vient pas activer ce genre de petits leviers. Enfin, notre comptabilité elle est simple en fait. Tu vois, on a les dépenses de la boîte, on a les profits. Les bénéfices sont imposés genre à 25%. Ça remonte dans les holdings. Ouais, en That's soi, it. c'est pas très compliqué, hein. Une fois que tu as compris le mécanisme, de toute façon, tu as quoi? Tu as l'impôt sur les sociétés, tu as les impôts que tu te verses sur ton salaire, tu as la CFE une fois par an, la TVA, tout ce qui est les taxes là, en rapport avec les voitures, etc. Mais ça ne nous concerne pas en général dans les SaaS. Et puis Ouais. après, derrière, tu as les taxes sur les dividendes que tu te verses, hein. Alors, il faut Euh, savoir aussi, en tant qu'entreprise, contrairement en tant que particulier, la CFE, donc c'est la cotisation foncière des entreprises, donc ça va être sur tes bureaux ouais, ou ta chambre, par exemple, si tu bosses dans ta chambre. Eh bien, en tant qu'entreprise, même si tu loues tes bureaux à un propriétaire, à quelqu'un qui possède tes bureaux, c'est toi, en tant qu'entreprise, locataire, qui paye la CFE. Contrairement à un particulier où ça va être son propriétaire qui va payer le foncier. ouais. Donc, De faut pas être toute façon, surpris après. si tu loues tes bureaux, c'est à toi de payer la CFE, c'est pas à ton propriétaire en tant qu'entreprise. Ouais, quand tu loues les bureaux dans un coworking, par exemple. Pas dans Ouais, un par exemple. coworking, mais au mois, Coworking, ouais. ça peut s'appliquer aussi, ça je sais pas, mais Mm. j'imagine. Si tu le fais à l'année, je pense qu'il doit y avoir, je sais pas. Et donc, ouais, je sais pas si tu avais d'autres choses que tu voulais parler, d'autres conseils que tu te serais bien donné sur ça. Bah, je dirais en fait que chaque optimisation faut calculer, comme je disais, le coût rentabilité, coût temps versus argent réel que tu gagnes. Faut Ouais, surtout pas sacrifier sa croissance, tu vois, genre le temps qu'on dédie. Ce qui est le plus précieux, c'est le temps en fait que tu as dans tes journées, t'as que 24 heures.
Et à chaque fois, en fait, il faut considérer vraiment la vie de ta boîte, de ton SaaS, comme quand tu bootstrap notamment comme des paliers, des escaliers, tu vois? Des marches d'escalier. Il faut pas aller trop vite, il faut pas aller créer sa boîte trop vite, il faut pas optimiser les choses trop vite. Par exemple, il faut pas créer Ouais. les holdings trop vite comme nous, on les a fait trop tard, mais il faut pas non plus les créer trop vite parce que tu es pas sûr d'avoir suffisamment de revenus, d'un point de vue business pour Mmh. justifier finalement, remonter l'argent dans les holdings et faire un gain Et qu'ils soient fiscal grâce à rentables. ça. Ouais. Mmh. C'est ça. Par contre, faut pas le faire trop tard non plus parce que, par exemple, dans notre cas, ce qui s'est passé, c'est que on l'a fait très tard. Ça a pris 1 an de travail avec des fiscalistes, des avocats spécialisés en propriété 1 an de intellectuelle travail? et cetera. Oui. Oui, bah, oui, parce qu'en fait, tu as un corps de métier tout entier que tu dois faire collaborer. Donc tu as le commissaire aux comptes, tu as un cabinet indépendant qui va analyser, en fait, la valeur de ta boîte, qui va déterminer la valorisation de ta boîte, pour pouvoir, en fait, calculer après, genre, un report fiscal. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand tu cèdes tes parts, détenues à titre particulier personnel à une holding, c'est qu'en fait, tes parts, elles ont une valeur. La valeur, tu l'as créée à partir de rien. Ta boîte, elle valait zéro au début, quand tu l'as commencé. Et en fait, Ouais. du coup, tu as fait une plus-value à titre personnel quand tu cèdes les parts. Et du coup, il faut calculer cette plus-value-là pour activer après un levier qui te permet de. Il y a une loi en fait qui te permet d'éviter de payer des impôts sur cette plus-value lors de la cession. Parce qu'en fait, tu cèdes tes parts à ta holding, mais tu ne touches pas d'argent en échange. Mmh. Tu vois, c'est une cession gratuite à une Ouais. entité morale qui est à toi, bien sûr, mais c'est une autre entité. Donc techniquement, dans la loi, en fait, tu es censé avoir une contrepartie, c'est-à-dire que la holding est censée t'acheter en fait tes parts. Donc la holding est censée faire un prêt bancaire techniquement pour t'acheter tes parts. Ce qui n'est Ouais. pas le cas en fait, tu vois? Donc il y a un mécanisme que tu peux activer en fait où tu cèdes tes parts gratuitement et donc du coup pendant 3 ans, tu as une loi en fait qui t'empêche de vendre ta boîte, enfin de vendre ces parts-là à travers les holdings et du coup en contrepartie en fait, tu as un avantage, c'est que, bah, tu peux donner tes parts gratuitement quoi et tu pas d'impôt en fait sur la cession. En revanche, il faut déterminer la valeur de ta boîte et la valeur de ta boîte, elle peut pas être déterminée en mode comme ça, Ouais, ça se quoi. fait pas au doigt C'est pas mouillé, toi qui quoi. la Oui. détermine parce qu'en fait, le fisc peut arriver, genre, tu aurais tout intérêt, toi, en cédant tes parts, à déterminer une valeur de la boîte qui est, la plus basse possible pour faire la plus-value la plus basse possible à titre personnel Ouais. et en fait, il faut faire une valorisation marché. Donc à ce moment-là, il faut contracter avec un cabinet indépendant qui est spécialiste dans les valorisations de boîtes. Et sauf qu'en fait, pour être béton dans ton dossier, quand les valorisations sont grosses, tu contractes avec plusieurs cabinets. Donc t'en fais 2 minimum et tu les mets en compétition d'un point de vue, tu vérifies si les 2 cabinets de manière indépendante déterminent une valuation qui est la même. Et comme ça, si tu as un contrôle fiscal, tu peux aussi prouver, genre là, voilà, il y a 2 cabinets indépendants qui ont valorisé la boîte à temps. On a choisi ce montant qui était au milieu, c'est fine. Et pareil pour le fiscaliste, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contracté avec 2 fiscalistes différents pour les mettre entre guillemets en comparaison sur les règles et pour vérifier que tout ce qu'on nous disait de faire était béton. Parce que tu peux un jour arriver sur, j'ai pas envie de dire un charlatan, mais une personne qui est un peu moins compétente dans son métier et toi tu ne le sais pas, c'est pas ton métier et du coup, c'est des choses, ça peut te coûter très cher si tu as un contrôle, des autorités plus tard, quoi. Parce que là, en fait, c'est un peu comme on dit: «More money, more problems». Bah, là, c'est totalement ça, si tu veux. Ça peut te coûter très cher dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu vois? Si tu as un contrôle et que quelque chose est pas carré. Mais c'est pour ça que Ouais. je le dis, c'est des choses qu'il faut faire quand il y en a intérêt de le faire, si tu vois? Il faut pas les faire tout de suite parce qu'on est genre prévoyant. Tu as autre chose à faire dans le moment présent. Faites-le plus tard, quand le C'est un problème, bon il est trop conseil, ouais. pressant. C'est un bon conseil et ça s'applique, je pense, à tout en fait dans un SaaS, hein. Comme on parlait la dernière fois des migrations, bah en fait, les migrations, il y a un moment, faut les faire quand c'est en temps et en heure. En fait, quand tu commences déjà à faire, quand ça vaut le coup pour toi, de pas perdre du temps sur ces sujets-là. Si t'es même pas déjà en train de Exact. faire de l'argent, en fait, focus sur là où la valeur se trouve. Et c'est un peu le rôle d'un entrepreneur, tu sais. J'avais lu une phrase, c'est qui disait que les très bons entrepreneurs, c'était les gens qui étaient les meilleurs pour trouver les chemins les plus courts. Mais derrière ce que ça veut dire aussi dans une notion de priorisation. C'est ceux qui arrivent Ouais, à prioriser les tâches les plus importantes en fait dès le début. Et, exactement. euh, et l'autre point sur ton conseil aussi, c'est qu'il faut vraiment faire les choses toujours le plus carré possible parce que ça te rattrape toujours en fait quand tu fais mal les choses. Ça te Ouais. finit toujours par te rattraper à un moment. Donc, euh, Bah, le point, c'est effectivement, c'est que tu dors un peu mieux quand même quand les choses sont carrées et que tu sais que t'as pas fait quelque chose d'illégal ou un peu de shady ou tu es dans une gray zone. Et que ça peut te coûter de l'argent que tu n'as pas forcément plus tard.
Bon, après, de toute façon, l'avantage avec une SARL ou une SAS par rapport à une autre entreprise, c'est ton capital, enfin, ton patrimoine, il est protégé quand même, ton Oui, patrimoine oui, bah, c'est personnel. le principe des sociétés à responsabilité limitée, en fait. C'est-à-dire que Mm. Ou ça, des c'est une très belle SAS, ouais. invention du monde moderne. Mm. C'est qu'en fait, on sépare ta vie personnelle de ta vie professionnelle. Et si ta boîte, finalement, a une énorme dette, bah, elle se met en liquidation. Et puis toi, tu es protégé à titre personnel, sauf bien sûr si tu as fraudé, si tu as fait des erreurs dont tu Ouais, il étais faut faire conscient. attention par contre, ouais. Ou il y a un moment aussi, si jamais tu commences à avoir plus de cash sur la boîte et que tu peux plus payer les gens, il faut tout de suite se signaler en fait, parce que sinon tu peux être interdit pas de gérer une boîte en fait, hein. Ouais, À un c'est moment, ça. si tu peux Après, plus payer tes fournisseurs, etc., et que tu attends trop longtemps, enfin c'est. si t'es un peu dans la merde, à un moment, tu peux être remis en redressement judiciaire et Mm. c'est pas la fin du monde. C'est-à-dire qu'en fait, t'as quelqu'un qui représente l'État ou l'URSSAF, je sais plus trop, qui va venir et qui va vérifier que tu fais tout de manière carrée, que tu améliores tes finances. Mm. C'est un peu comme un coach, quoi, personnel, qui représente l'État. Et lui, son but, c'est pas de couler ta boîte, au contraire, c'est de préserver les salariés, tout ça. Donc c'est le redressement judiciaire. Le problème du redressement judiciaire, ça sera toujours, si tu vas sur société.com, ta boîte, elle peut être redressée, elle est hyper rentable, tout va bien. Si tu as eu un redressement judiciaire il y a 5 ans, ça sera marqué, tu vois? Et il va pas disparaître. Ouais. Et du coup, il y a des clients parfois selon ton marché qui vont aller regarder ça et qui Les sont un fournisseurs, peu ouais. frileux, tu vois? C'est un mauvais indicateur. Donc il faut quand même éviter. Et après, tu as la liquidation judiciaire si jamais, bah, là tu es en banqueroute, tu peux plus payer tes fournisseurs. Mais toi, Ça tu me es fait quand même penser, ouais. protégé à partir du moment où tu n'as pas fait, des bêtises, quoi. Ça me fait penser à ce que tu disais sur le fait que au début, quand tu crées ta boîte, il faut mettre un capital social. Et tu disais que ça sert à rien de mettre toutes ces économies dans le capital social, que en fait, tu peux démarrer avec 1000 euros dans le ça suffit largement en fait. Exactement, Euh, bah, en fait, à partir du moment où tu parles pas à une banque et que tu fais pas un prêt bancaire et que du coup, tu as pas une contrepartie où tu dois prouver que tu as des finances solides, franchement, dans le SaaS, tu mets un capital social de 500 euros, il n'y a pas de souci, quoi. Ça n'a aucune valeur, en fait. Tes clients vont même pas aller regarder, en fait, dans le SaaS, ton ouais, capital social. le seul défaut, c'est que tu peux verser que 10% en dividende en fait Si en tu es une SARL. Mais par SARL, contre, tu t'en fous en fait dans le reste du temps. En SAS, tu peux te verser autant que tu veux. une Donc, SAS qui a 500 euros de capital social et qui fait 1 million de bénéfices annuels, elle peut les verser en dividende en totalité, il n'y a pas de souci. hmm, Une SARL sera extrêmement limitée, ouais. Faut vraiment retenir que quand vous choisissez votre statut de boîte, donc il y a l'auto-entreprise, je la mets à part. Une SARL ou une EURL, du coup, c'est des boîtes, c'est assimilé, c'est juste que soit tu es tout seul, soit tu es avec un associé, ouais, mais finalement, c'est à peu près les mêmes statuts. Eh bien, c'est une boîte de travail. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on valorise, c'est le travail et les règles, elles tournent autour du travail. C'est des boîtes qui sont faites pour l'artisanat, tu vois. Et parfois, on peut considérer qu'un SaaS, c'est une société artisane, tu vois. Et ensuite, tu as la SAS, société anonyme aussi, SA, etc. Mais ça, on n'y touche pas. C'est une société de capital. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les règles seront faites pour qu'il y ait des actionnaires, qu'il y ait des investissements, que l'argent circule facilement entre des boîtes qui ont des relations entre elles. C'est pas des boîtes de travail. Et du coup, le travail est extrêmement imposé. Le capital, par contre, est plus libre dans ces systèmes-là. ouais. Donc tu fais rentrer plus facilement des gens, etc. Exactement. Sans devoir faire des assemblées extraordinaires, etc. Donc, Ou... si vous prévoyez finalement de lever des fonds, faites une SAS directe. Si vous Ouais, prévoyez de rester bootstrappé et que les revenus vont pas dépasser l'entendement, c'est-à-dire que ça va être des revenus qui peuvent être élevés, mais qui seront pas non plus trop en mode vous voudrez optimiser, faites une SARL, quoi. exactement. Direct. Mais attention, il y a juste un point, et je pense qu'on peut même terminer sur ça, et j'avais noté, c'est si vous êtes au chômage. En fait, quand vous êtes au chômage, vous allez gagner vous allez recevoir des ARE, en fait, donc un revenu tous les mois, et donc l'aide à retour d'emploi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il est préférable au début, pendant votre chômage, de vous mettre en SASU à l'IS, surtout pas à l'IR, les 24 premiers mois. Comme ça, vous ne payez pas les charges sociales minimales qu'une EURL doit payer. Hein, Et surtout, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un euro gagné dans votre poche, en fait, ça va vous enlever 1 euro sur le salaire du chômage. Vous ne le perdez pas, en fait, c'est juste qu'il va être délayé dans les mois suivants, en fait. Euh, donc, vous faites ça. Ensuite, vous percevez les dividendes au bout du 15e mois en SAS. Comme ça, vous n'avez pas. Vous versez tout en dividendes. Le seul problème, c'est que bah,
sur ça, l'URSSAF, enfin le Pôle emploi, des fois, il peut considérer que c'est un revenu, donc il va quand même vous amputer de salaire, etc. sur ça. Euh, et après, vous pouvez toujours transformer votre URL à partir du 25e mois. Hmm. De quoi? Tu sais combien un comptable facture à peu près une conversion entre une C'est forme de plus, boîte et une... c'est plus de 1 000 euros, ça c'est sûr. Ouais, oui, c'est ce que je dirais aussi. Je me souviens plus de combien est-ce qu'on a payé, puisque nous on est passé de SARL à SAS, mais c'était à peu près ça, je crois. De toute façon, les opérations comme ça, assez lourdes d'un point de vue comptable, te coûtent facilement entre 1000 et 1500 euros. C'est-à-dire que dès qu'il y a un dépôt Ouais. au greffe à faire, un changement de statut, une personne qui arrive au capital social, au capital, pardon, un investisseur, etc., ça te coûtera facilement 1000 euros. Une augmentation de Mm. capital aussi, ça te coûte assez cher. Donc c'est pour ça, ce dont on n'a pas parlé, c'est que il est intéressant aussi d'un point de vue effort, temps et argent, quand tu as des opérations de changement, de modification de ta boîte à faire, c'est-à-dire qu'admettons que tu veux convertir ta boîte et en même temps tu veux faire arriver un actionnaire et augmenter ton capital social, faites tout ça en même temps. Parce qu'en fait, ça va être une opération, entre guillemets, dans la blockchain, tu vois, du droit. Alors que si vous le faites séparément, finalement, ça va te coûter le montant du comptable x3, quoi, par exemple, x4. Ouais. Donc là, faites tout ça en même temps et ça vous coûtera pas plus cher en fait, parce que l'effort pour le comptable, il est pas incroyable en fait d'ajouter une opération. Ce qui coûte cher, c'est le dépôt au greffe, quoi. C'est la Ouais. certification. Je sais pas si tu avais d'autres choses que tu voulais parler, mais sinon on peut arrêter là, parce que c'est quand même un sujet assez lourd. Ouais, Euh, c'est assez lourd. Je pense qu'il vaut mieux garder le sujet assez simple et mm. puis si jamais des gens ont des questions, de toute façon, vous pouvez les poser dans les commentaires, des questions très spécifiques et on peut y répondre. Parce que c'est vrai qu'on connaît beaucoup de Et choses ouais. sur le sujet, mais c'est tellement vaste pour en parler que Et puis de je toute façon, pense. le plus important, c'est de vous faire accompagner par un comptable. Là, le but, c'était un peu de montrer deux cas d'usage différents, deux expériences différentes, mais bien évidemment, il faut se faire accompagner pour faire ces sujets-là, parce que bah, il faut un expert comptable, quoi. C'est pas notre métier, Bien nous. sûr. C'est pas notre métier, ouais, et puis vérifier si, enfin, ne prenez pas ce qu'on dit pour argent comptant. Vérifiez Mm. ce qu'on dit avec un comptable, parce que c'est-à-dire qu'on peut faire des erreurs dans ce qu'on a restitué, et c'est parce que c'est un sujet complexe. Et surtout, il y a vraiment plein de cas particuliers dans la matrice du droit. C'est-à-dire que selon votre situation personnelle, ou situation de la boîte, il y aura peut-être des sortes de variables dans la loi qui vont s'activer et des choses qui vont un peu changer de manière subtile dans ce qu'on a dit. C'est vraiment très très complexe et seul un comptable ou un fiscaliste, selon les thèmes, pourra Ouais, vraiment vous saura aider. jongler dans toute cette paperasse, quoi. Ouais. Exactement. Si seulement Bon, c'était simple. ouais. Merci en tout cas d'avoir écouté jusqu'à la fin, et on vous souhaite une agréable fin de semaine, et à bientôt. À bientôt. Salut. Alors, vas-y.